Quel est le meilleur outil pour débuter l'entraînement respiratoire? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. D'abord, je vais t'expliquer pourquoi l'entraînement des muscles respiratoires, ça fonctionne, comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices que tu peux en retirer. Je te parlerai ensuite des différents outils qu'on a à disposition pour entraîner son système respiratoire. Et finalement, je te dirai quel outil je te recommande pour débuter l'entraînement respiratoire. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où je te dirai à qui je recommande ce type d'entraînement. Donc pour commencer, l'entraînement respiratoire, c'est quoi? Alors on appelle ça l'entraînement respiratoire, mais si on veut être un petit peu plus précis, en tout cas quand on parle des différents outils qu'on a à disposition, on va parler de l'entraînement des muscles respiratoires. Alors les muscles respiratoires, on en a plusieurs. On a forcément le diaphragme qui est le muscle inspiratoire primaire, qui est un petit peu comme un parachute qui est à l'intérieur de notre cage thoracique. Ce diaphragme qui va se contracter lorsqu'on inspire, donc il va se contracter et il va s'abaisser lorsqu'on inspire. C'est ce qui va créer plus de place dans notre cavité intrathoracique et ce qui va faire baisser la pression et rentrer l'air externe. Et c'est comme ça qu'on inspire. Et lorsqu'on expire, alors c'est important de le dire, au repos, l'expiration, elle est passive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de muscle impliqué dans l'expiration lorsque tu es au repos, simplement du fait que tes poumons sont élastiques, ta cage thoracique est aussi élastique et forcément une fois qu'elle est pleine, c'est comme un ballon qui est plein, qui est rempli et lorsque tu lâches l'embout du ballon, eh ben, le ballon va s'en aller, il va lâcher tout son air. C'est exactement le même phénomène qui se passe lorsque tu respires. Donc lorsque tu inspires, c'est ton diaphragme qui fait le travail. Lorsque tu expires au repos, c'est simplement la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur qui te fait expirer. Cela dit, lorsqu'on arrive à intensité, lorsqu'on fait un effort physique, là, on va avoir une expiration qui est active. Alors, je t'ai parlé du diaphragme comme muscle inspiratoire primaire. Il y a d'autres muscles qui nous aident à inspirer. On appelle ça notamment les intercostaux. D'accord ? Les intercostaux, c'est des groupes de muscles qui se trouvent entre les côtes et qui vont aider soit à écarter les côtes, soit à les rapprocher et à abaisser la cage thoracique. Pour se rappeler en fait de quel muscle des intercostaux agit sur quelle phase de la respiration, il faut inverser. C'est-à-dire que les intercostaux internes aident à l'expiration et les intercostaux externes aident à l'inspiration. Donc on a le diaphragme, les intercostaux externes, tous ces muscles qui viennent nous aider sur l'inspiration. Sur l'expiration, une fois qu'elle devient active, on va avoir les intercostaux internes, on va avoir toute la sangle abdominale également, toute la paroi abdominale, les abdos si tu veux les appeler comme ça, les différents groupes musculaires, le transverse, les obliques internes, les obliques externes et le grand droit. Ces 4 groupes musculaires au niveau de notre sangle abdominale qui vont au final compresser notre cavité intra-abdominale et donc pousser l'air, faire ressortir l'air étant donné qu'on resserre tout. Et cette expiration active, elle est importante parce que forcément, quand tu es en train de faire un effort physique, on a une grande quantité de CO2 qui est produit par ton métabolisme et ce CO2, il faut s'en débarrasser et c'est via cette respiration qui s'accélère, cette ventilation plus rapide que l'on va atteindre cet objectif. Maintenant, parlons plus concrètement de l'entraînement des muscles respiratoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut vraiment se rendre compte que le diaphragme et tous les autres muscles que je t'ai cités, eh ben, c'est des muscles comme tout autre muscle que tu as dans le corps. Et les muscles, ça s'entraîne, ça se renforce, ça se conditionne. Et c'est quelque chose que tu peux faire spécifiquement avec les muscles respiratoires. Et il y a un mythe qui est encore assez courant qui dit que la ventilation n'est pas un facteur limitant dans la performance en endurance. On retrouve cette citation dans plusieurs livres de préparation physique et c'est pas faux de dire que la ventilation en elle-même, donc le fait de bouger de l'air, ne soit pas un facteur limitant dans la performance en endurance si on prend comme seul point de référence la VO2 max. La VO2 max, je le rappelle, c'est ta consommation maximale d'oxygène. Donc, c'est l'oxygène qui va rentrer dans tes poumons, l'oxygène qui va ensuite se transférer depuis tes poumons vers tes globules rouges qui vont ensuite voyager dans ton système vasculaire vers tes muscles et vers tes organes vitaux. Et cet oxygène qui va être utilisé ensuite à l'intérieur du muscle, à l'intérieur des fibres musculaires, dans les mitochondries. Et c'est ça qui va au final créer ta VO2 max. Alors, et c'est vrai que dans ce processus, la ventilation en elle-même n'est pas un facteur limitant, sauf dans des conditions spéciales, notamment en altitude, notamment si on a des pathologies pulmonaires. Mais hors cas limite, on n'a pas de limitation à proprement parler à ce niveau-là. Mais
ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer le fonctionnement des muscles respiratoires. Et ce dont il faut se rendre compte, il y a deux points qui sont à mon avis extrêmement importants pour comprendre l'importance et la pertinence de l'entraînement des muscles respiratoires. Numéro 1, c'est que quand tu fais un effort à haute intensité, au-delà du deuxième seuil physiologique, eh ben, ça a été mesuré que tes muscles respiratoires, diaphragme, intercostaux, tes parois abdominales, etc., en gros, le fonctionnement de ta ventilation, de ta respiration, il va prendre entre 10 et 20% de ta VO2 max. C'est-à-dire que la consommation d'oxygène maximale que tu as, eh ben, il y a entre 10 et 20% de cette consommation qui est utilisée directement par l'appareil respiratoire, par les muscles respiratoires. Donc forcément, si on rend ces muscles plus résilients, plus endurants, plus forts, ils vont consommer moins ou ils vont être beaucoup plus efficients. Et ça fait qu'on va pouvoir épargner, entre guillemets, de l'oxygène et qu'on va pouvoir allouer à l'effort physique en lui-même. Parce que l'oxygène que tu utilises au niveau de ton système respiratoire, c'est pas l'oxygène que tu vas pouvoir utiliser au niveau de tes muscles pour fournir l'effort physique. Donc là, on a déjà un point important, c'est-à-dire que le système respiratoire à haute intensité consomme une proportion importante de notre consommation d'oxygène. Le deuxième point, et ça, à mon avis, c'est le point le plus important, c'est comprendre ce qui s'appelle le réflexe métabolique respiratoire. Le réflexe métabolique respiratoire, c'est quoi? C'est simplement le phénomène qui fait que notre cerveau, notre organisme priorise toujours les organes les plus importants et les muscles les plus importants. Alors, dans l'ordre, il y a forcément le cerveau, les organes vitaux. Et ensuite, si on parle des différents groupes musculaires, on pourrait les scinder en 3 catégories. Les muscles respiratoires, les muscles moteurs, ceux qui, par exemple, en vélo, les jambes qui permettent d'avancer, et les muscles non impliqués, donc par exemple les bras lorsque tu cours. Alors forcément, ils sont impliqués dans la gestuelle, mais musculairement, métaboliquement, ils ne sont pas directement impliqués dans l'effort. Et si on catégorise donc les muscles dans ces 3 différentes sections, eh ben, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau priorise toujours les muscles respiratoires. C'est-à-dire que pour ton cerveau, ton diaphragme, il est plus important que tes jambes. Même si tu es en train de courir, même si tu es au bout de ta vie, eh ben, le cerveau va toujours prioriser le diaphragme et les muscles respiratoires. Pourquoi? Simplement parce que si tu ne respires pas, tu meurs. C'est aussi simple que ça. Alors que si tu arrêtes de courir, forcément, s'il y a un lion qui te court après, ça va mal se passer. Mais sinon, c'est plus important en gros que tu respires plutôt que tu cours. Et ce qui se passe au niveau de ce réflexe métabolique respiratoire, c'est que ton cerveau va rediriger le sang depuis les jambes, en l'occurrence, vers tes muscles respiratoires lorsque le système respiratoire fatigue. Donc dès le moment où le diaphragme et les autres muscles respiratoires montrent des signes de fatigue, le cerveau il reçoit une alerte et il va dire ah attention, il faut absolument qu'on alimente ces muscles-là et qu'on leur donne plus de ressources pour qu'ils puissent rester en bon fonctionnement parce que c'est indispensable pour notre survie, pour la survie de l'organisme. Et donc, il va en gros compromettre ta performance physique au profit d'un système respiratoire qui est constamment alimenté en oxygène, en nutriments, etc. Et ce réflexe métabolique respiratoire, eh ben, tu peux le diminuer via l'entraînement des muscles respiratoires. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très très bien documenté ces dernières années et on voit des améliorations des performances via l'entraînement des muscles respiratoires de l'ordre de quelques pourcents et ça dans une rangée ou dans un panel de disciplines très très large, que ce soit des sports d'endurance comme l'aviron, la course à pied, le vélo, le kayak. Il y a des études qui ont été faites en apnée, des études qui ont été faites en natation, des études qui ont été faites en alpinisme. Et tous les indicateurs pointent vers une amélioration des performances au niveau de ces différentes activités physiques et également une amélioration du ressenti respiratoire, c'est-à-dire la perception de la difficulté. Et pour faire un petit à côté sur cet aspect de la perception, à mon avis, c'est presque le point le plus important, surtout si on n'est pas en mesure de mesurer 2 ou 3% d'amélioration sur une performance en isolation. Ça, c'est des choses qui sont faites dans des études, mais quand tu es sur le terrain, quand tu t'entraînes, c'est très très difficile de contrôler pour tous les paramètres qui peuvent influencer la performance et dire « Ah, j'ai fait un cycle d'entraînement respiratoire, j'ai amélioré mes perfs de 3%. » C'est possible, mais c'est très très compliqué à faire sur un plan individuel. Par contre,
là où tu peux vraiment y gagner avec cet entraînement des muscles respiratoires, c'est améliorer ta sensation de la respiration. Et je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, on a une amélioration des performances. On comprend les mécanismes derrière l'entraînement des muscles respiratoires et on a une amélioration des sensations à l'effort, c'est-à-dire qu'on va être plus à l'aise dans notre course, dans notre vélo, dans nos activités physiques grâce à cet entraînement des muscles respiratoires. Maintenant, on va parler des différents outils qu'on a à disposition. Donc, je t'en ai montré deux. Celui-ci qui est le Power Breathe et celui-ci qui est le Breathe Way Better de Isocapnic. Pour jouer carte sur table avec toi, je suis affilié avec Isocapnic et l'outil Breathe Way Better, c'est celui que j'utilise le plus, c'est celui que je recommande à mes athlètes et je t'en parlerai un petit peu plus jusqu'à la fin de la vidéo, mais sache que les conseils que je te donne ici, les informations que je te partage, je te les donne de manière neutre. Je ne favorise pas le Breathe Way Better parce que je suis associé avec eux. On a aussi d'autres outils comme le Aerofit qu'on retrouve assez souvent, que tu as peut-être vu en pub sur Instagram récemment. Donc, on va parler de ces différents outils et les avantages de chacun et les inconvénients des différents types. Ce qu'il faut comprendre dans l'entraînement respiratoire, il y a vraiment deux grandes catégories d'outils. Il y a les outils dits de résistance et il y a les outils dits de capacité. Outils de résistance, c'est ceux-ci. Donc, c'est ceux qui vont appliquer une résistance de différentes manières selon les outils, appliquer une résistance à ta respiration. Donc, on peut faire le parallèle avec le travail de renforcement musculaire. On va appliquer une résistance, que ce soit avec des haltères, que ce soit au poids de corps, que ce soit avec une barre. On a cette résistance externe qui vient être appliquée et ça rajoute une contrainte supplémentaire sur les muscles respiratoires. Je t'en reparle dans un petit instant. Parce qu'il y a une dynamique qui est assez particulière au niveau des muscles respiratoires qui fait que c'est pas exactement pareil que du renforcement musculaire hors muscles respiratoires. Et on a les outils dits de capacité qui vont plutôt être focalisés, eux, sur le volume et sur le fait de maintenir une ventilation, une respiration constante sur des périodes un petit peu plus prolongées. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser cet outil pendant plusieurs minutes à la suite? C'est très très simple. Le fait est que quand tu es au repos, tu produis très très peu de CO2 en interne. Encore une fois, je te rappelle, le CO2, c'est un des produits dérivés du métabolisme humain. Donc, tu prends des sucres, des graisses, de l'oxygène. Tout se passe au niveau de tes cellules, de tes mitochondries et en ressort du CO2, de l'eau et forcément de l'ATP également. L'ATP qui est l'énergie qui te permet de continuellement effectuer les contractions musculaires et continuer le travail que tu effectues au niveau de ton effort physique. Donc, on a ce CO2 qui s'accumule lorsque on est en train de faire un effort physique, qui s'accumule plus rapidement. C'est pour ça que ça te force à ventiler plus fort, je te l'ai dit tout à l'heure. Mais le fait est que quand tu es au repos, tu produis très très peu de CO2. Donc, si tu ventiles très très fort, si tu hyperventiles, par exemple, tu souffles sur des flammes, tu es en train de faire un feu dans la forêt, tu essaies de souffler sur le feu pour le faire grandir, après 30 secondes, tu as la tête qui tourne. Pourquoi? Parce que tes niveaux de CO2 au départ étaient là, sauf que tu es au repos, tu n'es pas en train de faire du vélo, tu n'es pas en train de faire une activité physique. Et lorsque tu hyperventiles, donc tu ventiles plus que la normale, tes niveaux de CO2 vont baisser progressivement. Et ton cerveau, il n'aime pas trop quand le CO2 soit baisse, soit monte. C'est pour ça que quand tu retiens ta respiration, le CO2 monte et ça signale à ton cerveau qu'il faut reprendre une respiration pour se débarrasser du CO2 accumulé. Et à l'inverse, lorsque tu hyperventiles, le CO2 descend et pareil, ton cerveau va avoir un petit signal d'alarme et il va te dire il faut que tu arrêtes de respirer. Il faut que tu arrêtes d'hyperventiler parce que maintenant, tu as mal à la tête, parce qu'on n'a plus assez de CO2 dans le système pour maintenir cet équilibre interne qui est si important pour notre organisme. Et donc, si tu respires de manière forcée, tu hyperventiles au repos avec un outil comme celui-ci, assez rapidement, tu vas te retrouver avec des niveaux de CO2 qui baissent. Et ça, c'est un des avantages du Breathe Way Better, c'est qu'avec le ballon, tu expires dans le ballon et ensuite tu réinspires depuis le ballon, ce qui veut dire que tu réinspires une partie de ton CO2. C'est pour ça que cet outil s'appelle Isocapnic. La capnie, c'est simplement le niveau de CO2, de dioxyde de carbone. Et ISO, ça veut dire pareil, comme isométrie, comme tu fais une planche par exemple, tu fais du gainage, c'est de l'isométrie, ça veut dire que le mouvement est statique, il ne bouge pas. Il y a de la tension musculaire, mais on ne bouge pas. Et ici, isocapnie, on va maintenir les niveaux de CO2 grâce à ce ballon. Donc, ça, c'est un des avantages du Breathe Way Better par rapport à tous les autres outils actuellement sur le marché qui sont des outils de résistance, c'est que ça te permet de faire des efforts qui sont prolongés sur plusieurs minutes
sans avoir ce souci de CO2 qui baisse. Alors que là, après une trentaine, quarantaine de respirations, on va rapidement sentir que il faut qu'on retienne un peu notre respiration, qu'on laisse remonter le CO2 avant de pouvoir continuer. Donc ça, c'est une des différences importantes entre les outils de résistance et cet outil dit isocapnique. Ensuite, il y a forcément comment l'outil fonctionne. Ici, avec le Breathe Way Better, et je vais te le montrer comment ça fonctionne dans un petit instant, on est forcément plutôt sur un aspect de volume. Donc le fait de respirer des quantités d'air importantes pour essayer de toujours regonfler le ballon. Moi, j'aime bien toujours commencer avec le ballon plein et ensuite essayer de toujours bien le regonfler. Et donc ça va te forcer à faire quoi? Ça va te forcer à garder une amplitude respiratoire qui est complète, qui est maximale. Donc on veut utiliser toute l'amplitude de mouvement qu'on a à disposition. On veut la maximiser et ça, c'est un paramètre qui est extrêmement important. La grande différence avec les outils de résistance, que ce soit celui-ci ou celui-là, c'est que lorsque tu appliques une résistance, on va réduire le volume accessible. Et c'est assez simple à comprendre une fois que tu as en tête les différents paramètres de la respiration. Donc, on en a parlé un petit peu au début au niveau du fonctionnement de la respiration. Lorsque tu inspires, ton diaphragme va créer une certaine pression inspiratoire qui va faire rentrer l'air dans ta cavité intrathoracique. Et ce qui est intéressant, c'est que la résistance à laquelle tu fais face n'est pas la même selon si tes poumons sont pleins ou selon si tes poumons sont vides. Je te laisse faire un petit test avec moi, là maintenant tout de suite, on va le faire ensemble. Donc d'abord, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vider tes poumons avec une longue expiration et ensuite tu vas prendre une inspiration forte et rapide, juste un petit peu, tu n'as pas besoin de complètement inspirer et je veux que tu sentes la résistance qu'il y a à ton inspiration. Donc on va la faire ensemble. Grande expiration, une petite pause et ensuite on prend une inspiration forte et on sent la résistance qu'il y a qui nous oppose. Donc expiration. Donc j'ai complètement expiré et ensuite j'ai pris une inspiration forte et j'ai senti qu'il y avait très peu, voire pas du tout de résistance à mon inspiration. Maintenant, on va faire autrement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les poumons vides comme point de départ, on va faire ça poumon quasi plein. Donc tu vas d'abord inspirer et presque complètement remplir tes poumons et ensuite faire une petite pause et ensuite essayer d'inspirer fort comme tu l'as fait juste avant et je veux que tu te rendes compte de la résistance que tu ressens maintenant. Donc on inspire, presque plein, on pose. Donc là j'ai essayé de prendre une inspiration à partir des poumons qui étaient presque pleins et j'ai senti que je ressentais beaucoup plus de résistance à cette inspiration que celle poumon vide. Pourquoi? Simplement parce que la relation entre la pression et le volume n'évolue pas de manière linéaire dans les poumons. C'est-à-dire que quand tes poumons sont pleins, la résistance, elle est de 0 techniquement. Alors que quand tes poumons sont pleins, la résistance, elle est maximale. C'est-à-dire que ta pression inspiratoire que tu peux générer avec le diaphragme n'est plus suffisante pour rajouter plus d'air. Forcément, si tes poumons pleins, tu ne peux pas rajouter plus d'air, ta pression inspiratoire n'est plus suffisante pour faire face à la résistance qui est imposée simplement par ta cage thoracique. Et c'est le même phénomène qui existe avec les outils de résistance. Plus tu progresses dans l'inspiration et plus le niveau de résistance augmente, on a vu, hein, en plus de ça, comme on l'a vu avec les poumons sans outils, ce qui fait que au bout d'un moment, tu ne vas pas pouvoir accéder à la totalité du volume de tes poumons du fait qu'on a cette résistance supplémentaire qui vient s'appliquer et que la pression inspiratoire maximale que tu peux générer avec ton diaphragme n'est plus suffisante pour complètement remplir tes poumons. Donc, plus la résistance est élevée, et plus ton volume pulmonaire va être réduit. Le volume pulmonaire accessible dans l'exercice va être réduit. Donc ça, c'est à mon avis un gros défaut des outils de résistance comme celui-ci. Il y a d'autres outils sur le marché qui coûtent à peu près 10 fois plus cher, qui permettent d'avoir une résistance variable. Et donc, au fur et à mesure de ton inspiration, la résistance baisse pour que tu puisses quand même accéder au total du volume, au volume complet au niveau de tes poumons. Donc ça, c'est un point important à mettre en avant. C'est-à-dire que les outils de résistance, c'est un petit peu comme si on prenait l'analogie du squat, c'est un petit peu comme si plus la barre que tu mettais sur le dos était lourde
et moins tu pouvais aller loin, moins tu pouvais aller bas dans ton squat. Et donc plus la charge était lourde et plus ça te forcerait à rester sur un quart de squat, un demi-squat selon tes capacités. Donc ça, c'est ce qui se passe avec la résistance. Plus tu vas mettre une résistance élevée et en gros, plus ton amplitude de respiration, plus ton amplitude de squat va être réduite. Et ça, c'est à mon avis un point important quand on parle du point suivant qui est quel outil utiliser pour commencer. Moi, je conseille toujours de commencer avec le Breathe Way Better. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on va pouvoir maintenir, du fait de la configuration de l'outil, du fait du fonctionnement de la respiration, on va pouvoir accéder à 100% de notre volume, voire même pouvoir l'augmenter avec l'entraînement. Donc, je vais te montrer rapidement comment ça fonctionne. Il y a un petit trou ici pour faire rentrer un petit peu d'air frais. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste boucher le trou, temps de gonfler le ballon. On commence ballon plein et ensuite, on essaie de respirer avec le diaphragme. C'est-à-dire que le diaphragme, il va tirer vers le bas quand on inspire. On va essayer d'avoir une inspiration à 360 degrés au niveau de notre cage thoracique. On ne veut pas juste bomber le torse. On veut vraiment une expansion dans les 3 dimensions. Et je vais te faire quelques respirations avec ça et après, je te montrerai l'autre outil. Donc, on est parti. Ça, c'est un ballon qui fait 5,5 litres. Donc, j'arrive presque à le vider et à le remplir avec chaque respiration. On voit qu'il se dégonfle un tout petit peu de respiration en respiration. Rien ne t'empêche de temps en temps de reprendre une respiration par le nez et de regonfler un petit peu ton ballon. Mais tu vas vraiment le sentir dans les abdos, tu vas vraiment le sentir au niveau des côtes. C'est vraiment un outil qui te permet de garder une amplitude maximale avec ta respiration. Et donc, c'est pour ça que je commence toujours avec cet outil dans mes protocoles d'entraînement parce qu'on veut de la mobilité, on veut l'amplitude avant de rajouter de la résistance. Tout comme en squat, je préfère que mon sportif, mon coaché, mon athlète fasse un squat complet avant que je commence à lui rajouter du poids sur le dos. Si je lui mets une barre sur le dos et qu'il arrive que à faire un quart de squat avec, je préfère enlever le poids et lui enseigner à faire des squats complets d'abord. D'accord ? On veut l'amplitude de mouvement d'abord, coordination, et ensuite on va rajouter la résistance. Donc la résistance, elle se module avec une petite molette ici, et là c'est un petit peu différent. On va avoir la résistance uniquement sur l'inspiration. Donc ça, c'est un outil d'entraînement des muscles inspiratoires. On peut, avec d'autres outils comme le Aerofit, moduler entre l'inspiration et l'expiration. Ce qui est conseillé en général, c'est de soit bosser l'un, soit bosser l'autre, pas bosser les deux en même temps. Et là, donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une grande expiration, poumon vide, et ensuite, on va inspirer contre la résistance. Mais encore une fois, comme je t'ai dit avant, je vais le sentir. Plus la résistance est élevée ici, et moins je vais pouvoir inspirer d'air au total, plus le volume sera réduit. Donc, on va voir ce que ça donne ici. Et là, je peux vraiment sentir mes muscles respiratoires travailler en force. On est vraiment sur des répétitions et je vais pouvoir en faire 10, 20, peut-être 30 selon la résistance que j'applique. Mais clairement, je ne vais pas pouvoir faire des minutes et des minutes de travail parce que déjà, au bout d'un moment, on va avoir la fatigue qui s'installe et on a cette résistance externe qui, encore une fois, vient limiter notre volume respiratoire. Donc, voilà pour ce qui est du conseil de quel outil utiliser pour commencer. Personnellement, je recommande toujours le Breathe Way Better comme outil de départ pour bien maîtriser la coordination, pour bien apprendre, entre guillemets, à respirer avec l'outil et toujours mettre la priorité sur la qualité de mouvement et la qualité de la ventilation. Et dans une deuxième phase, on ira s'orienter sur des outils de résistance afin de rajouter cette couche supplémentaire et on va simplement pouvoir alterner, évoluer entre ces différentes phases d'entraînement, des phases plutôt d'endurance, de capacité, de technique, de volume et des phases plutôt de résistance, de renforcement. Et à mon avis, c'est grâce à cette approche qu'on va avoir les meilleurs résultats avec l'entraînement des muscles respiratoires. Maintenant, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, je vais te dire à qui je conseille ces types d'entraînement en priorité. Pour moi, il y a vraiment 3 démographiques qui peuvent bénéficier de l'entraînement des muscles respiratoires. La première démographique, c'est tout simplement les gens qui se sentent restreints
par leur respiration à l'effort. Donc si tu cours et tu sens toujours que tu es limité par ta respiration, si tu fais du crossfit et puis qu'en WOD, le cœur va bien, les jambes ça va, mais la respiration c'est toujours un problème. Si tu sens qu'à vélo, c'est vraiment la respiration qui te bloque plutôt que les jambes ou autre, dans ces cas-là, je te recommande d'entreprendre de l'entraînement respiratoire parce que ça va simplement améliorer non seulement le fonctionnement de ton système respiratoire et de tes muscles, mais également, comme je l'ai dit au début, améliorer ton ressenti. Et souvent, si c'est le ressenti qui bloque, bah, ça va en fait brider toutes les autres choses que tu essayes de faire. Mais si on peut débloquer le ressenti, si on peut débloquer la respiration, on va ensuite pouvoir accéder à un niveau supérieur de performance, ou en tout cas, on va mieux pouvoir s'exprimer dans nos activités physiques. Donc ça, c'est la première démographique. Si tu sens que tu es limité par ton système respiratoire à l'effort, c'est intéressant d'entreprendre de l'entraînement des muscles respiratoires. J'ai essayé pendant longtemps de trouver un barème, des mesures, un test qui pourrait déterminer si oui ou non tu en as besoin. Mais au final, après tous les tests que j'ai effectués, la conclusion, c'est que le ressenti, ça va être l'élément le plus fiable pour déterminer un besoin ou non en entraînement des muscles respiratoires. La deuxième démographique serait des athlètes d'un niveau avancé. Tu t'entraînes très fréquemment, tous les jours, voire 2 fois par jour, et tu cherches des petits pourcentages d'amélioration dans tes performances. Ben ça va te pouvoir, et c'est bien documenté comme je te l'ai dit au départ, ça va t'aider à améliorer tes performances au niveau de la respiration, et encore une fois la respiration qui va se transférer dans toutes tes activités physiques, tes activités d'endurance bien entendu. Et je pense qu'il peut y avoir un intérêt, je ne crois pas que ça a été documenté encore, mais théoriquement ça a du sens. Je pense qu'il y a un intérêt aussi pour les sports de force avec une amélioration du recrutement et de la maîtrise et de la contraction et de la force du diaphragme qui va être très très importante au niveau du bracing pour créer une pression intra-abdominale et pour créer cette stabilité autour de la colonne vertébrale et du tronc, notamment sur un squat, sur un soulevé de terre, etc. Donc je pense qu'il y a un intérêt à ce niveau-là également. Maintenant, la troisième démographique qui peut en bénéficier, c'est ceux et celles qui sont intéressés, qui sont curieux, qui veulent en apprendre plus sur leur système respiratoire. Ça, je dirais que c'est très, très intéressant pour ces personnes-là aussi. Si tu es prêt à t'investir, si tu es prêt à faire le travail, si tu es prêt à investiguer ce qui se passe au niveau de ta respiration et dans quelle mesure ça peut t'aider, à mon avis, c'est très, très intéressant de le faire. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si tu veux savoir où commencer, j'ai créé un programme d'entraînement il y a quelques années avec le Breathe Way Better qui te permet d'apprendre à utiliser cet outil et avec d'autres exercices que tu peux mettre en place également en parallèle sans l'outil dans tes entraînements pour mieux maîtriser ta respiration, mieux contrôler ta ventilation. Si ce programme t'intéresse, tu le retrouveras dans la description et sache aussi que tout programme ou formation que tu achètes soutient le travail que j'effectue et la chaîne YouTube sur laquelle tu regardes cette vidéo. Donc merci pour ton soutien. Si tu as des questions, on se retrouve dans les commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo.